Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui au Musée de l'Armée, au sein des Invalides. Merci beaucoup à son directeur, le général de Medlège, de nous accueillir ici pour ce troisième point presse délocalisé de l'année 2020, après être allé à Saint-Dizier, au sein de l'Armée de l'air et de l'espace, après être allé à Vars, au sein de l'Armée de terre. Nous allons aujourd'hui sur un haut lieu de la culture et des musées du ministère des Armées, qui est le Musée de l'Armée. Nous avons l'honneur d'accueillir tout à l'heure le contrôleur général des armées, Sylvain Matiucci, qui est le directeur de la DPMA. Je vais commencer par les points d'actualité, ensuite je présenterai l'agenda de la ministre Florence Parly, puis nous attaquerons le focus thématique du jour sur la politique culturelle du ministère des Armées et les musées du ministère des Armées. Alors, 9 points d'actualité aujourd'hui. Le premier concerne l'armée de l'air et de l'espace et un nouveau franchissement de jalons, une étape très importante pour le développement de notre avion A400M avec de nouvelles capacités qui arrivent pour nos avions A400M. Souvenez-vous-en, au mois de mars de cette année, lors de la livraison du 18e A400M, nous avions réceptionné 2 nouvelles capacités, le largage de parachutistes simultané par les 2 portes et le vol automatique à très basse altitude. Désormais, depuis le 3 juin de cette année, l'armée de l'air et de l'espace a déclaré opérationnelles 2 nouvelles capacités, au nombre de 3. D'abord le posé sur terrain sommaire, qui permet donc, grâce à la 400M, de déployer sur des terrains difficiles des véhicules qui jusque-là n'étaient pas déployables. Deuxième capacité, le largage par gravité de charge jusqu'à 25 tonnes, donc qui permettent là aussi de projeter très rapidement beaucoup de matériel. Et enfin, une sécurité de l'avion accrue, car le système d'autoprotection et notamment de leurrage de missiles guidés par infrarouge, qui est désormais effectif sur nos avions A400M. Je rappelle que 11 A400M sont prévus d'être livrés au titre de cette loi de programmation militaire, ce qui portera le format et le nombre de nos avions A400M à 25 d'ici 2025. Le programme A400M au plan industriel représente 10 000 emplois en Europe. En France, 2 400 emplois et implique plus de 80 entreprises sur le territoire national, notamment de nombreuses PME. Pour le deuxième point d'actualité qui concerne aussi l'armée de l'air et de l'espace, je vais passer la parole au colonel Spey, qui va vous présenter une mission de projection de force et d'entraînement en commun avec les États-Unis. Donc du 20 au 26 juin 2021, l'armée de l'air et de l'espace va réaliser une mission de projection de puissance depuis la métropole vers le Pacifique à plus de 17 000 km de l'Hexagone, dénommé EFARA. Ce déploiement lointain et rapide s'inscrit ainsi dans la stratégie de défense française en zone Indo-Pacifique et manifeste la présence aérienne de la France déterminée mais pacifique dans sa zone d'intérêt stratégique. Il démontre la capacité de la France à protéger ses ressortissants, ses territoires et ses intérêts, même lointains, en rejoignant la Polynésie en 48 heures, tout en enchaînant à l'arrivée sur des missions aériennes de haute intensité sur place. Cette opération sera une nouvelle étape vers l'objectif visant à démontrer la capacité de l'armée de l'air et de l'espace à projeter sous 48 heures 20 rafales avec 10 MRTT aux antipodes. Ce niveau d'ambition, rendu possible par la loi de programmation militaire et la modernisation de nos flottes chasse et ravitailleurs, démontre l'aptitude de l'armée de l'air et de l'espace à se déployer en autonomie partout dans le monde et sous très court préavis. Armé par 170 aviateurs, le dispositif sera composé de 3 Rafales, 2 A330 Phoenix et 2 A400M Atlas. Slide suivant, s'il vous plaît. Point notable, et je dirais même particularité du commandement d'une manœuvre aérienne, cette opération sera conduite depuis Lyon, au sein du nouveau Centre Air de planification et de conduite des opérations, CAPCO. Cet outil moderne permet, dans une logique multichamp et multimilieu, la conduite des missions aériennes complexes dans n'importe quelle zone du monde. Après cette projection en Polynésie française et à compter du 27 juin 2021, les aviateurs se déploieront à Hawaï afin de participer à des missions de préparation opérationnelle inscrites dans le cadre de la coopération bilatérale avec les États-Unis dans le Pacifique. L'interopérabilité entre les Rafales et les F-22 Raptor sera au cœur de ces manœuvres qui porteront le nom de WAKEA. La mission permettra de préciser l'importance et la robustesse du partenariat stratégique et opérationnel entre les deux armées de l'air. Enfin, sur le retour vers la métropole, prévu le 9 juillet 2021, le dispositif aérien est invité à se poser à Langley, en Virginie, pour commémorer les 240 ans de la bataille de Yorktown, bataille décisive pour l'indépendance des États-Unis. Pour conclure, vous noterez qu'à nouveau, après Skyros,
Et malgré le contexte sanitaire inédit lié à la Covid-19, les armées en général et l'armée de l'air en particulier poursuivent leur mission en prenant les mesures nécessaires pour préserver la santé des populations civiles et des militaires et éviter la propagation du virus. Précision pratique, un contenu multimédia sera enrichi au fil des missions et consultable sur le lien airactualité.com et FARA Wakera 2021. Merci beaucoup, mon colonel. Je vais désormais faire un point d'étape sur la réparation de la Perle. Nous sommes à un peu moins d'un an de la date anniversaire de l'incendie qui avait endommagé sérieusement la Perle à Toulon. C'était le 12 juin 2020. Eh bien, cette semaine a été franchi un jalon extrêmement important puisque l'arrière de la Perle, qui était récupérable et qui était en bon état, et l'avant du Saphir, bateau qui était en cours de désarmement, ont été raboutés, ont été joints par des opérations de soudure réalisées par Naval Group à Cherbourg. Nous avons donc un bateau d'un seul tenant qui a été mis à l'eau cette semaine dans un bassin à Cherbourg. Les opérations se sont bien déroulées. Désormais, le bateau est sorti du bassin, il est à quai. Donc c'est un jalon, certes très symbolique, mais aussi très important au plan technique et industriel qui vient d'être franchi. Nous restons prudents, il reste de nombreuses opérations pour finaliser la réparation de la Perle, notamment le raboutage des câbles électriques, des tuyaux entre les deux tronçons de sous-marins. Néanmoins, nous sommes sur le calendrier prévu, calendrier que je vous rappelle. Le bateau devrait rester à Cherbourg jusqu'à la fin de l'année, ensuite être acheminé à Toulon par barge, selon le même dispositif que celui qui avait été mis en œuvre lors du trajet inverse. Le bateau terminera son hyper, c'est-à-dire sa grande période de réparation à Toulon au courant de l'année 2022, et ce bateau devrait rentrer dans le cycle opérationnel en 2023. Autre point d'actualité concernant la DGA et la Marine nationale, c'est une naissance, la naissance de la première pièce du porte-avions de nouvelle génération. Vous vous en souvenez, il y a quelques mois, au mois de décembre, le président de la République s'était rendu au Creusot, sur le site de Framatome, avec la ministre des Armées Florence Parly, et il avait annoncé son choix de retenir une propulsion nucléaire pour le prochain porte-avions. Et bien, 6 mois après, la première pièce, une pièce extrêmement majeure et importante, vient de sortir de la chaîne de production. Il s'agit, pour être précis, d'une bride de cuve. Représentez-vous une ceinture métallique qui va venir enserrer la cuve d'une des chaufferies nucléaires. C'est une pièce absolument massive qui fait 270 tonnes. Cette pièce a été coulée la semaine dernière chez Industil, là aussi au Creusot, et est en ce moment en cours de forgeage par Framatome. Le forgeage, ça consiste à marteler, à taper sur une matière chaude, sur de l'acier chaud, pour lui donner sa forme. Donc ce sont les opérations qui sont en cours en ce moment au Creusot chez Framatome. Donc c'est un projet de long terme, puisque ce porte-avions doit être opérationnel en 2038. La décision a été prise récemment de le doter d'une propulsion nucléaire, et 6 mois après, nous avons déjà une première pièce extrêmement massive qui sort des chaînes. Je le précise, c'est une pièce d'épreuve, c'est-à-dire cette pièce a vocation à vivre 40 ans, et donc il est indispensable que la métallurgie soit absolument parfaite. Donc avant de placer sur les 2 chaufferies nucléaires qui équiperont ce porte-avions les brides de cuve définitives, il était nécessaire d'en faire l'épreuve sur une sorte de prototype, et donc la pièce dont je vous parle aujourd'hui, c'est ce prototype. 5e point d'actualité concernant la DGA et nos 3 armées, le choix par le ministère des Armées d'un nouveau simulateur d'entraînement au tir. C'est le projet Cinétique, qui est l'acronyme de Système d'instruction et d'entraînement au tir de combat, et qui va venir à partir de 2023 remplacer nos anciens simulateurs qui s'appelaient CITAL et qui dataient de 1995. Concrètement, c'est un simulateur de tir en salle qui est destiné aux militaires de nos 3 armées. Ces simulateurs seront déployés sur à peu près 70 sites, des écoles, des garnisons de nos 3 armées sur le territoire national et en métropole, et permet d'immerger de manière extrêmement réaliste nos militaires qui s'entraînent au tir dans des scénarios divers, par exemple du combat urbain ou du tir depuis un véhicule ou depuis un bateau. Les armes qui seront employées dans ces simulateurs seront des répliques d'armes réelles, mais extrêmement réalistes, puisque la balistique de ces répliques, le recul de l'arme quand on tire, seront tout à fait représentatives. Ces répliques seront des répliques des armes actuellement en dotation et des armes futures. Ça peut être des pistolets semi-automatiques, des fusils de précision, des fusils d'assaut, des mitrailleuses lourdes. C'est un contrat d'un montant de 90 millions d'euros maximum qui a été passé à un groupement industriel qui réunit Thales,
AVS France, filiale de Thales, et Cybergun, à l'issue d'une mise en compétition européenne. Autre point d'actualité, je signale la participation du ministère des Armées au salon Vivatech, qui se tiendra du 16 au 19 juin prochain, au Parc des Expositions à Paris, Vivatech étant le diminutif de Viva Technologies. La précédente édition datait de 2019, c'est le grand rendez-vous de la tech et des startups en France. Il y avait eu, il y a 2 ans, 124 000 visiteurs de 125 pays, 13 000 startups et 3 300 investisseurs. Cette édition 2021 mettra un coup de projecteur particulier sur la responsabilité de la tech, à la fois dans le changement climatique ou dans la question de l'inclusion dans l'univers des startups. Le ministère des Armées y aura un stand et la ministre des Armées s'y rendra, j'en parlerai tout à l'heure, dans l'agenda. Autre point d'actualité qui concerne les grandes écoles sous tutelle du ministère des Armées et l'entrée d'un institut qui avait été créé il y a 2 ans, l'Institut Polytechnique de Paris, dans un des classements les plus réputés au monde d'universités qui s'appelle le classement QS. Alors on connaît souvent le classement de Shanghai, c'est souvent celui-là dont on parle. Le classement QS est extrêmement important également et a ceci de différent du classement de Shanghai qu'il gomme les aspects de taille. Pour dire les choses simplement, quand vous avez 2 universités qui ont un niveau équivalent, dans le classement de Shanghai, plus l'université est grosse, mieux elle sera classée. Dans le classement dont je parle aujourd'hui, le classement QS, cet effet de taille est gommé et on se concentre vraiment sur la qualité intrinsèque, la performance, l'attractivité de l'école, l'employabilité des étudiants et la qualité de la recherche. C'est à l'aune de tous ces critères que l'Institut Polytechnique de Paris, qui est un institut créé donc il y a 2 ans, qui regroupe l'École Polytechnique, l'ENSTA Paris, Télécom Paris, Télécom Sud Paris et l'ENSAE. Cet Institut Polytechnique de Paris fait son entrée dans le top 50 cette année, à la 49e place. L'année dernière, c'est l'École Polytechnique seule qui était classée, était à la 61e place. Donc cette progression, finalement, vient valider la stratégie du ministère des Armées et du ministère de l'Économie et des Finances, qui assume la co-tutelle avec nous de cet Institut Polytechnique de Paris, d'avoir fait converger les différentes forces et expertises de ces 5 grandes écoles d'ingénieurs. Un anniversaire qui se matérialisera par un jubilé concernant la Marine nationale et plus précisément le centre de transmission de la Marine nationale de Ronay. Vous n'avez pas de dissuasion nucléaire sans ordres sûrs qui sont donnés, et notamment des ordres de tir, y compris pour des sous-marins qui sont évidemment en plongée. Donc de manière concomitante au développement des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, il y a eu le développement de capacités de transmission. Le premier de ces centres de transmission, à la fois chronologiquement et en termes d'importance, de taille, c'est le centre de transmission de Ronay. Et donc, le 14 juin, une cérémonie militaire qui est ouverte à la presse, c'est la raison pour laquelle j'en parle, qui sera présidée par l'amiral Vendier, chef d'état-major de la Marine, se tiendra en présence de l'ingénieur général de l'armement François Pintard, qui est le directeur des opérations de la DGA, et évidemment du commandant du centre de transmission de la Marine. Un micro tendu sera organisé à la fin de cette cérémonie avec les 3 autorités dont je viens de vous parler. Dernier point d'actualité qui concerne cette fois-ci l'armée de terre et les études historiques sur le terrain. Alors vous savez que l'armée de terre héberge un centre de doctrine et d'enseignement du commandement, le CDEC. Et ce centre de doctrine, il héberge une chaire de tactique générale et d'histoire militaire. Eh bien, cette chaire fait des études sur le terrain pour revisiter des batailles passées et en tirer des enseignements sur la façon de conduire la guerre. Donc très concrètement, le 29 juin prochain, cette chaire de tactique générale se déploiera à Abbeville pour étudier le combat de 2 divisions cuirassées françaises en 1940, dont la 4e division cuirassée, au sein de laquelle servait le colonel Charles de Gaulle. Et cette formation, ou cette étude historique de terrain plutôt, sera au profit des stagiaires du diplôme technique emploi des forces et de la division doctrine de ce centre de doctrine. Voilà qui conclut les points d'actualité de cette semaine. Auriez-vous, mesdames et messieurs les journalistes, ici au Musée de l'Armée ou en ligne, des questions? Eh bien, en l'absence de questions, je vais continuer sur l'agenda de la ministre Florence Parly. Je voudrais juste faire une petite précision sur ces questions d'agenda, puisque nous avons lancé une enquête de satisfaction pour recueillir votre appréciation sur ces points presse. J'ai lu, et donc je prends évidemment le point selon lequel cet agenda est peu intéressant, tel qu'il vous est présenté. Je tenais à vous dire quelque chose, c'est que l'agenda de la semaine en cours est diffusé en début de semaine par la ministre et ses équipes.
L'agenda que je présente chaque semaine, à chaque point presse, c'est non seulement l'agenda de la semaine en cours, sur laquelle je vais vite, mais l'agenda de la semaine qui suit. Donc en fait, je vous donne là, à l'instant où on se parle, des informations que personne n'a encore. Voilà, je voulais juste que ça soit clair pour tout le monde. Si vous confirmez le fait que l'agenda de la ministre vous intéresse peu dans ce cadre, grand bien nous en fasse tous et je n'en parlerai plus. Donc aujourd'hui, je vais faire une version raccourcie de ce que je fais d'habitude chaque semaine, mais gardez en tête que je donnais jusque-là des informations que personne n'avait. Cette semaine, demain, jeudi 10, la ministre sera à Bruxelles. Elle rencontrera trois personnes éminentes, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, Ludivine Desdondeurs, qui est la ministre de la Défense belge, et Josep Borrell, qui est le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Vendredi 11, la ministre aura 2 échanges bilatéraux avec des partenaires européens. D'abord, la ministre Siuca, ministre de la Défense nationale de la Roumanie, le ministre Siuca, excusez-moi, et ensuite avec M. Panagiotopoulos, qui est le ministre de la Défense grec. Lundi prochain, la ministre sera à nouveau à Bruxelles. Elle accompagnera le président de la République pour le sommet des dirigeants des pays de l'OTAN. Mardi, elle participera aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Mercredi, séquence classique, Conseil restreint de défense, Conseil des ministres, questions au gouvernement au Sénat cette fois-ci. Le jeudi 17, elle ira donc au salon Vivatech à 10h. Et ensuite, important, annonce, elle présidera une visioconférence sur le soutien international aux forces armées libanaises, qui est organisée, cette conférence, avec le soutien de l'Italie et des Nations Unies. Vous vous en rappelez, le chef d'état-major des armées libanais était venu à Paris à la fin du mois de mai, et donc cette initiative, cette visioconférence résulte de la visite du général Aoun à Paris fin mai. Les personnalités invitées sont les autorités libanaises et essentiellement les ministres des pays du GIS. Le GIS, c'est le groupement international de soutien au Liban. D'autres pays pourront se joindre, la liste est en train d'être arrêtée précisément. L'Italie, je l'ai dit, joue un rôle important dans l'organisation de cet événement, tout comme les Nations Unies. L'objectif de cette visioconférence, il est double. D'abord, alerter sur la situation des forces armées libanaises, dont les membres sont confrontés à une détérioration de leurs conditions de vie et qui pourraient potentiellement ne plus être en mesure de remplir leurs missions qui sont essentielles à la stabilité du pays. Et donc, deuxième objectif, cette visioconférence et cette réunion engage à encourager des dons au profit des forces armées libanaises, qu'il s'agisse de soutien de l'homme ou de pièces détachées. Cet effort, il complète celui que la France a engagé vis-à-vis de Liban de longue date, et dans la période récente, chacun s'en souvient, avec l'opération Amitié, ou la livraison de rations au profit des forces armées libanaises pour 1,2 million d'euros en début d'année. En fin de semaine prochaine, le vendredi 18, la ministre participera aux cérémonies de l'appel du 18 juin au Mont-Valérien, aux côtés du président de la République. Elle présidera ensuite un comité exécutif sur l'énergie, puis elle s'exprimera devant les auditeurs de l'IHED. Voilà, j'en ai conclu sur cette séquence agenda. Je suis tout disposé à répondre à vos questions s'il y en a. Monsieur Raffray. Oui, bonjour monsieur le porte-parole. Moi je vous confirme que le point de presse amélioré, ça me paraît plutôt une idée intelligente et à conserver. Bon, enfin, voilà, je passe. Est-ce que vous pourriez nous donner, si vous le pouvez déjà, les principaux ordres du jour qui seront discutés à Bruxelles la semaine prochaine pour le sommet de l'OTAN, ou est-ce que c'est encore trop tôt, ou les points particuliers que la France va aborder? Merci beaucoup. Alors, s'agissant d'un sommet impliquant le président de la République, pour cette question, je vous renvoie naturellement vers l'Élysée, monsieur Raffray. Bien, nous attaquons donc maintenant le focus thématique de la semaine qui se concentre sur les questions de culture et de mémoire, qui sont extrêmement importants au ministère des Armées. Cela se sait peu, mais le ministère des Armées est le deuxième acteur culturel de l'État. C'est important pour nous d'avoir une politique culturelle et une politique mémorielle extrêmement forte parce que cela véhicule tout ce que nous voulons, c'est-à-dire le renforcement du lien armée-nation et l'entretien de l'esprit de défense au sein de la population française. Le patrimoine du ministère des Armées, il est extrêmement riche et on peut le répartir un peu schématiquement en 3 grandes catégories. D'abord des biens immobiliers, je vais en citer quelques-uns, ensuite des biens mobiliers et ensuite un patrimoine mémoriel en tant que tel. Alors, les biens immobiliers sont souvent des témoins de l'histoire de France. On est aujourd'hui sur le site des Invalides, qui en est un éminent. On peut aussi citer l'école militaire, Saint-Cyr-l'École, Vincennes. En province, il y a aussi de nombreux biens immobiliers extrêmement importants. Des lycées militaires, comme à La Flèche, comme à Autun, où était la ministre récemment. Des châteaux, comme à Brest ou à Bayonne. Des citadelles, des hôtels de commandement. Première catégorie. Deuxième catégorie, des biens mobiliers.
Alors, d'abord, nous avons 4 musées nationaux qui sont des établissements publics. Le musée de l'armée qui nous accueille aujourd'hui, bien évidemment. Le musée de l'air et de l'espace, qui est le plus ancien musée aéronautique au monde. Le musée national de la marine. Le musée de l'ordre de la libération. Donc 4 musées nationaux. Et ensuite, nous avons 13 musées dits d'armes, un musée du service de santé des armées et 12 musées de l'armée de terre. Ces musées y regorgent d'une collection riche de plus de 1 million d'objets. Ensuite, nous avons le service historique de la Défense, qui héberge 1 million d'ouvrages, qui héberge 450 km d'archives linéaires, 50 000 cartes et plans et 18 millions de photographies. Nous avons 53 bibliothèques au ministère des Armées. Et enfin, nous avons un établissement extrêmement important, qui est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui s'appelle le CPAD, qui est basé au Fort d'Ivry. Cet établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, il regorge de 13 millions de photos et de 36 000 films. Et enfin, troisième catégorie, nous avons un patrimoine mémoriel. Nous avons 10 hauts lieux de la mémoire nationale au ministère des Armées, 275 nécropoles, il y a 2170 exactement carrés militaires et 1000 lieux de sépulture dans environ 80 pays. Je finis très rapidement avec quelques chiffres sur la politique culturelle et ensuite je passerai la parole au directeur de la DPMA. Nous avions en 2019 2 millions de visiteurs dans nos musées. Chaque année, nous soutenons 30 films et coéditions. Et le budget, il faut toujours en finir par là, ou en commencer par là, 38,9 millions d'euros, dont 21,4 millions d'euros permettent de financer le fonctionnement des 4 musées nationaux. Pas entièrement, mais pour une bonne part. Voilà, j'ai terminé pour cette introduction. Je vais maintenant très respectueusement passer la parole au contrôleur général des armées, Sylvain Matucci. Monsieur le directeur, à vous. Très bien. Merci Hervé. Donc effectivement, merci d'avoir fait ce point. Avant de parler de politique culturelle, effectivement, il était important de préciser que nous avons un patrimoine, et je dirais que c'est parce que nous avons déjà un patrimoine qu'on s'est préoccupé de la politique culturelle du ministère des Armées. Alors, cette politique culturelle, avancée, oui, elle a plusieurs finalités. Et ces finalités, en fait, elles ont été déterminées notamment par la directive triennale culturelle qui a été signée par la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées le 10 novembre 2020. Et elle est sous-tendue par une feuille de route qui elle-même, j'y reviendrai, se déploie à travers un chantier ministériel de modernisation qu'on appelle le chantier ministériel de modernisation numéro 15, patrimoine culturel de la Défense. Alors, ces finalités, finalement, quelles sont-elles? Je dirais qu'elles sont au nombre de 3. Il y a d'abord une finalité extérieure au ministère des Armées, pour lequel 3 mots sont importants. C'est donner des repères et du sens, et également participer à la cohésion nationale. Donc en fait, la politique culturelle vis-à-vis de nos concitoyens, et en particulier de la jeunesse, elle vise finalement à donner des repères historiques, des repères culturels, de finalement montrer qu'à travers les établissements culturels des armées, à travers le CPAD, à travers le SHD, nous sommes finalement les héritiers d'une histoire commune qui s'incarne notamment à travers nos biens culturels, qu'ils soient mobiliers et immobiliers. Ça, j'ai envie de dire, c'est la destination extérieure, je dirais, de cette politique culturelle. Au passage, bien sûr, nos concitoyens sont une cible, mais en particulier la jeunesse. La jeunesse aussi, qui peut être intéressée à travers notre production culturelle à rejoindre nos rangs, tout simplement. Et puis, il y a également un objectif intérieur au ministère des Armées, qui est ce que j'appellerais entretenir la flamme. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lien entre finalement ce que l'armée de terre appelle le fighting spirit, les salles d'honneur, les biens culturels, quelque part. Tout ceci permet de montrer à nos militaires que, quelque part, ils participent de façon contemporaine à une histoire qui les dépasse et pour laquelle, finalement, ils dédient leur vie. Donc, il y a un côté, finalement, assez fort entre l'engagement opérationnel, qui est quand même le cœur de la mission des armées, et finalement, cette politique culturelle. Et puis, cette politique culturelle à but intérieur, elle ne concerne pas seulement les militaires,
elle concerne tous les agents civils et militaires de la défense, pour lesquels, là encore, je pense notamment aux ingénieurs de l'armement ou bien les agents civils de la défense, ils font partie finalement d'un ensemble qui les dépasse, qui est finalement la défense de notre pays, qui s'incarne aussi également à travers ces biens culturels, dont notamment les archives, car les archives, c'est un trésor dans lequel toute l'histoire du ministère se déploie. Et puis je terminerai en disant que la troisième cible de notre politique culturelle, c'est finalement, j'allais dire, le monde entier en toute modestie, pour faire finalement rayonner le génie français. Donc je citerai deux exemples. Eh bien, Napoléon, nous sommes ici à côté du tombeau de Napoléon. Eh bien, c'est une figure évidemment historique et culturelle très importante qui ne vaut pas uniquement que pour les Français. Et puis, quant au musée de l'Heure et de l'Espace, dont tu parlais tout à l'heure, Hervé, il permet de montrer que finalement, depuis le début jusqu'à la fin, la France a été présente et pionnière en matière d'aviation et d'espace. Voilà les finalités, je dirais, de cette politique culturelle. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit le pourquoi, il faut rentrer un petit peu dans le comment et quelles sont finalement nos priorités. Alors, ces priorités, elles sont déterminées dans le fameux chantier 15 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui elle-même est jamais que la déclinaison d'un mandat que la ministre des Armées m'a fixé, je dirais, aux différents acteurs culturels du ministère des Armées et qui se traduit par les objectifs principaux suivants. Le premier, c'est préparer les musées de demain. Donc tout à l'heure, on a parlé du musée de l'armée. Eh bien, le musée de l'armée, son ambition, c'est préparer l'extension du musée qui se concrétisera dans la deuxième loi de programmation militaire, la prochaine. Pour l'instant, nous en sommes aux études. Il faut constater que ce musée de l'armée, son histoire s'arrête en 1945, ce qui est un petit peu dommage, parce que depuis, pas mal d'histoires s'est produite. On traitera notamment d'une phase assez sensible, mais il faut rentrer dedans également, sur la colonisation, la décolonisation, et puis sur les engagements, les OPEX. Donc, il faut intégrer toute l'histoire de 1945 à nos jours. C'est valable également pour le musée de l'air et de l'espace. Le musée de l'air et de l'espace a rénové récemment ce qu'on appelle l'aérogare Labro. Eh bien, il faut continuer finalement à mettre en place et à montrer au public la richesse de nos collections qui aujourd'hui s'entassent un petit peu dans les réserves du Bourget. Et donc il est prévu un plan ambitieux et qui prévoit de construire ou reconstruire, parce que des hangars sont amiantés, des espaces d'exposition pour agrandir ce musée, et notamment avec un rendez-vous important qui sont les Jeux Olympiques 2024. Et puis, il y a le Musée national de la marine. Eh bien, vous ne pourrez pas le visiter au Palais de Chaillot parce qu'il est fermé. Il est fermé tout simplement parce qu'on le refait complètement. Et on le refait complètement. Et l'ambition, c'est d'ouvrir à une échéance qui reste encore à préciser, en 2022, pour faire en sorte que ce Musée national de la marine, au moins pour sa partie parisienne, se classe parmi les plus grands musées militaires mondiaux en matière d'histoire maritime. Donc voilà une ambition des musées de demain qui n'est pas modeste, hein, avec également tout un travail sur la maîtrise du modèle économique de ces musées. Ensuite, moderniser et faire entrer la fonction archive dans l'ère du numérique. Alors les archives, il faut préciser que c'est à la fois un bien culturel et pas un bien culturel. Les archives d'abord, c'est un bien administratif qui permet de calculer les droits, mais également, il permet, c'est là où on dérive à travers la culture, à travers les archives définitives, à prendre en compte, à retracer finalement notre histoire contemporaine. Et au passage, il y a un côté patrimonial à ces archives, parce qu'elles renferment effectivement des documents particulièrement rares et précieux. Donc l'idée, c'est bien de moderniser, faire entrer la fonction archive dans l'ère du numérique. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à mettre en place des systèmes d'information qui permettent de mieux gérer et de valoriser les archives. Ça permet également de mettre en cohérence nos services d'archives intermédiaires et nos services d'archives définitives. Ça permet également de mettre en cohérence sur le plan géographique, notamment les archives du service historique de la Défense qui sont réparties sur 10 centres au sein de notre territoire. Voilà. La troisième ambition, c'est conserver et valoriser le patrimoine. Alors conserver, c'est déjà une mission en soi, puisque nous sommes les dépositaires d'un patrimoine fabuleux. C'est également valoriser le patrimoine. Valoriser le patrimoine, eh bien, c'est le mettre en exergue à travers des expositions permanentes, à travers des expositions temporaires, à travers également, et de ce point de vue-là, la Covid nous y a poussé, à travers une utilisation accrue
de nos possibilités numériques. De ce point de vue-là, les musées ont fait un effort, comme d'ailleurs tous les musées de France, pour faire en sorte qu'il y ait des expositions virtuelles et pour qu'il y ait une actualité, des jeux, une mise, je dirais, en perspective de nos musées à travers les sites des musées, les sites Internet, mais également d'autres sites. Dans ce cadre-là également, comme aime à le dire notre ministre, le ministère des Armées n'est pas une île, donc nous participons également, dans la mesure de nos possibilités, de nos moyens également, à tous les événements culturels que sont notamment la nuit européenne, la nuit des musées, la journée du patrimoine et autres manifestations de ce type-là. Enfin également, nous poursuivons la structuration et la modernisation du cadre d'action de la fonction culture. Là encore, le ministère des Armées, même s'il est autonome en matière de politique culturelle, dépend du Code du patrimoine et il s'agit de mettre tout ceci en musique. Il s'agit également, et ça a été rappelé par Hervé tout à l'heure, de se donner les moyens de nos ambitions. Je mets de côté la politique mémorielle parce que la politique mémorielle, c'est un but en soi, mais cette politique mémorielle a quand même un volet culturel à travers notamment la valorisation des hauts lieux de la mémoire. De ce point de vue, nous avons 10 hauts lieux de la mémoire nationale, 4 à Paris, en comptant également le Mont Valérien, dont on parlait tout à l'heure, également 6 en province. Nous voyons bien qu'à travers nos biens mémoriels, eh bien, nous pouvons là encore avoir une pédagogie culturelle, car souvent, avec nos hauts lieux de la mémoire et nos nécropoles nationales, nous avons souvent des centres d'interprétation, et puis ce matériau culturel et mémoriel servira demain également à l'enseignement de nos jeunes têtes blondes à travers la mise en place du service national universel. Nous promouvons également le tourisme de mémoire. Le ministère de la Défense, il a effectivement des biens, des entités culturelles, mais pour autant, c'est une tête de gondole à travers un réseau, dont je parlerai tout à l'heure, qui s'appelle le réseau des musées et mémoriaux des conflits contemporains, à travers lequel nous travaillons à un label, sur lequel nous avons des séminaires, et pour lequel d'ailleurs, quelquefois, si les projets rencontrent entre guillemets notre politique culturelle ou mémorielle, nous attribuons des subventions qui peuvent être assez importantes. Le RMMCC, c'est important, c'est plus de 130 entités et c'est plus de 6 millions de visiteurs en temps normal. Alors, je terminerai en disant que la politique culturelle au sein du ministère des Armées repose sur un réseau. Donc la tête de réseau, c'est la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, pour lesquels la politique culturelle est un des 7 métiers. Pour autant, cette direction a en son sein une délégation des patrimoines culturels d'environ une trentaine de personnes qui permettent de suivre la mise en œuvre du chantier 15, la mise en œuvre de la directive triennale éditée par la ministre déléguée et également d'animer le réseau culturel. Alors, c'est quoi ce réseau culturel? C'est les musées et établissements publics dont nous avons parlé tout à l'heure et qui figurent ici. Au passage, je précise que le Musée national de la Marine, ce n'est pas que le Palais de Chaillot, c'est également les centres que sont le château de Brest, la citadelle de Port-Louis près de Lorient, les hôtels de Cheusse et d'Amblimont et l'école de médecine navale de Rochefort et également le Musée national de la Marine de Toulon. Donc c'est tout ça. Il y a un côté territorial assez affirmé dans notre positionnement culturel puisque nous ne sommes pas uniquement parisiens, nous sommes disséminés sur tout le territoire à travers ces musées, mais également les musées de l'armée de terre dont on parlait tout à l'heure. Nous avons, pour faire fonctionner cette politique, des délégués au patrimoine dans chacune des armées et également au service de santé, qui sont chargés de suivre leur propre musée, mais également de suivre et d'animer une politique culturelle d'armée qui se déploie dans cette politique générale. Et puis, nous avons cité le service historique de la Défense. Alors, le service historique de la Défense, c'est quand même une grosse entité de 600 personnes qui se déploie également sur le territoire national. Son vaisseau amiral, il est sur le château vieux de Vincennes, bien sûr, et d'ailleurs sur le Fort Neuf de Vincennes, mais il se déploie également dans les ports, à Cherbourg, à Lorient, à Brest, à Châtellerault, au Blanc, près de Châteauroux, à Rochefort, à Pau et à Toulon. Donc c'est bien cette politique d'archives et ces biens archivistiques qui sont déployés sur tout le territoire.
Et puis, nous avons l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense qui a une double face. D'abord, c'est le CPAD que vous connaissez à travers les soldats de l'image qui font des reportages, mais c'est également le centre d'archives définitif pour tout ce qui est audiovisuel, c'est-à-dire tout ce qui est photo et cinéma, avec évidemment une fonction de valorisation, mais également une fonction de production qui est particulièrement dynamique. Le réseau des musées, j'en ai parlé, et puis en nous les élargissant, nous avons tout un tas de partenaires. Alors parmi ces partenaires, nous avons des producteurs, puisque la DICODE soutient à travers sa mission cinéma des productions cinématographiques. Pensons par exemple au dernier film sur le général de Gaulle, ou bien Le Chant du Loup qui racontait l'épopée d'un sous-marin nucléaire. C'est également la DPMA qui soutient des documentaires dans le cadre du soutien à la politique culturelle et mémorielle. Nous avons également des éditeurs. La DPMA fait ce qu'on appelle de la coédition, c'est-à-dire que sur une ligne éditoriale, se met en accord avec des éditeurs sûrs et connus, je dirais, pour leur sérieux, pour produire des livres, des beaux livres, mais même également des livres pour la jeunesse qui visent, je dirais, à retracer, je dirais, à témoigner, je dirais, de notre richesse culturelle, mais également de notre riche histoire. Et puis, nous avons également un réseau de mécènes, parce que le ministère des Armées, certes, c'est le deuxième acteur culturel, mais comme tout acteur culturel, il a besoin également de financement complémentaire pour mener à bien ses ambitions. Pour ceci, je parle du mécénat au sens large, puisque la région Île-de-France, il y a peu, a offert 5 millions d'euros pour le musée de l'air et de l'espace pour participer également à l'extension de ce musée. D'ailleurs, vous voyez bien le côté territorial de notre politique. Le musée de l'air et de l'espace, qui est implanté, je dirais, au Bourget à Dunier, quelque part, c'est un phare culturel dans le département de Seine-Saint-Denis. Donc il y a véritablement des partenariats à nouer également sur le plan territorial avec nos musées de l'armée de terre et avec d'autres. Nous avons également des mécènes fidèles. Par exemple, il faut savoir que la saison musicale, alors évidemment, c'est la mauvaise année, puisqu'il y a eu le Covid, mais elle est financée notamment par le CIC au profit du musée de l'armée. Nous avons des industriels qui nous aident également à financer nos musées. Donc nous ne sommes pas seuls, à la fois à travers des producteurs culturels, mais également à travers, je dirais, toute personne intéressée par notre politique culturelle. Et évidemment, j'ai oublié notre partenaire majeur, qui est le ministère de la Culture, avec lequel nous travaillons évidemment de concert et en bonne intelligence. Voilà ce que je voulais dire. Je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Oui, bonjour, monsieur le contrôleur général, c'est ça? Oui, c'est ça. Je voulais juste revenir sur le début de votre entretien. Alors, je n'ai pas tout en mémoire, mais vous avez, je crois, détaillé ou dévoilé 3 extensions ou 3 rénovations de musées majeurs. Oui, absolument. Ah, c'est ça, le musée de l'armée, le musée de la marine et puis... le musée de l'air et de l'espace. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur cette ambition-là en matière d'espace, en matière d'argent, du coup, oui, de financement et voilà. Est-ce que vous pouvez juste illustrer un petit peu cette ambition? Merci beaucoup. Et je sais qu'après, on y reviendra, bien sûr, mais... Justement, alors je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je peux vous en donner un certain nombre. D'abord, le musée de l'air et de l'espace, nous sommes sur un programme d'investissement de l'ordre de 60 millions d'euros, entre ce qui a été déjà fait à raison de la moitié et ce que nous envisageons de faire, avec une focale sur 2024 et au-delà. Donc c'est vraiment des chiffres très importants. Pour ce qui est du musée de l'armée, donc nous travaillons déjà à un premier morceau d'extension à l'horizon 2024, mais également à tous les travaux préparatoires sur l'extension. Alors là, pour le coup, j'ai le chiffre bien en tête, puisque c'est l'objet d'une convention que nous sommes en train de finaliser avec notre partenaire constructif, qui est l'OPIC, qui est l'établissement public du ministère de la Culture, qui construit concrètement ces objets, et qui est de 14,4 millions d'euros. Pour ce qui est du musée national de la marine, eh bien, le musée national de la marine, nous sommes là encore engagés avec une convention avec l'OPIC, et le montant effectivement de la rénovation du musée national de la marine, c'est un montant de l'ordre de 60 millions d'euros. Donc on est vraiment dans des ambitions culturelles tout à fait importantes, et d'ailleurs, je peux dire que les musées que nous avons en matière de culture figurent parmi les plus importants sur le plan culturel au niveau de la politique de l'État. Passer la parole au général de Medlège. Mon général, vous allez nous faire une présentation du musée de l'armée. Et je précise juste qu'à la fin de ce point presse, il y aura une visite, pour celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent, de l'exposition Napoléon encore, qui est un parcours d'œuvres contemporaines autour de Napoléon. Mon général, je vous en prie. Merci.
Voilà, j'ai voulu donner 1 minute de mon temps de parole de 5 minutes un petit peu aux images, qui parlent toujours mieux que la personne, le directeur que je suis, pour ensuite rajouter que je suis aussi responsable de collections dont vous connaissez la partie émergée, vous l'avez vu ici à travers les images, qui représente près de 1,5 million de pièces de l'Antiquité à nos jours, ce qui fait l'un des musées d'histoire militaire les plus importants au monde. Cette responsabilité se double de celle de la gestion culturelle de près de 40% de la surface close de l'Hôtel national des Invalides, dans lequel j'inclus évidemment la cathédrale Saint-Louis des Invalides et le dôme qui la prolonge, qui est devenu après la Révolution le Panthéon des gloires militaires. Pour mémoire, depuis 1840, dans ce panthéon, il repose celui qui fut un grand soldat, un grand Français et un empereur qui changea l'Europe, Napoléon Ier. Si le site est au centre ou au cœur de Paris, eh bien, il est aussi au centre de notre année culturelle et historique, puisque nous commémorons le bicentenaire de la mort de l'empereur des Français. Aussi, le musée de l'Armée propose cette année 2 expositions, l'une appelée Napoléon n'est plus, en partenariat avec la Fondation Napoléon, qui dévoile son agonie, sa mort, le retour des cendres à Paris, grâce à des prêts inédits. Et aussi, nous proposons une nouvelle entrée dans l'histoire sous un angle nouveau, parce que plus scientifique, invitant chacun à enquêter sur les faits et les comparer à la légende qui naît à la mort de l'empereur. Cette exposition est visible jusqu'au 31 octobre, la veille de la Toussaint. Dans le même temps, à 2 jambes, nous proposons un parcours d'art contemporain, appelé Napoléon encore, où 30 artistes de renommée internationale ont été invités à, je dirais, oser Napoléon sur le front de la mémoire. Ce qui en fait un parcours exceptionnel qui donne aux Invalides, en plus de son image régalienne, mémorielle et historique, un visage aussi de son temps. Ce parcours sera visible jusqu'au 13 février 2022. Autour de ces têtes de gondole, les colloques, les événements musicaux, numériques, les célébrations tant Austerlitz, le 2 décembre que la Sainte-Barbe, le 4 et le 5 décembre, Noël aussi aux Invalides, qui est très prisé, ou plus près de nous, la Nuit aux Invalides, à partir du 6 juillet, eh bien, ils seront tous autour du thème de l'Empire. Autant de raisons pour venir plusieurs fois aux Invalides, eh bien, vivre notre histoire ou entrer dans l'histoire pour peu d'euros. Pour terminer, je dirais, hors parenthèse Covid, la richesse du patrimoine qui vous a été présenté, ainsi que les succès de fréquentation que nous avons sur ce site et sur le musée en particulier, ont invité le ministère à nous revêtir de grandes ambitions, dont les premiers éléments ont été dévoilés par le contrôleur général Matucci. J'en mets 3 axes principaux. Le premier, c'est une ambition qui est celle du rayonnement en France du musée de l'Armée, par le biais d'expositions en province, par exemple. Nous avons celle de l'exposition du château de Cadillac, qui a été inaugurée le 3 juin dernier, intitulée « Cadets de Gascogne », en coproduction avec le Centre des Monuments Nationaux. Je pense aussi au rayonnement international. Ce musée militaire, qui appartient à un pays qui se pose souvent la question de son universalisme à la française, eh bien, ce doit être un prolongement de la politique de défense jointe à la politique culturelle de notre ministère. Et aussi, nous sommes par exemple depuis cette année des membres actifs, des partenaires actifs du Louvre Abu Dhabi. Et nous développons nos liens avec l'Asie et les musées d'Europe, comme par exemple celui de Vienne. Triptyque, donc un troisième, c'est évidemment l'extension du musée qui s'inscrit dans le projet scientifique et culturel du musée de l'Armée. Et ce projet d'extension permettra d'exposer dès 2014 eh bien, une histoire du site des Invalides lui-même, ce qui a été publicité par les visiteurs. Il se fera au rez-de-chaussée quand vous rentrerez par l'entrée côté Seine. Puis de nouveaux parcours permanents sur l'actualité des opérations ou des engagements de la France dans le monde.
sur la période 45 à nos jours, et enfin sur la colonisation-décolonisation, a priori dans cet ordre que vous voyez ici, sans parler de la nécessité de revisiter évidemment les salles permanentes, comme celle dédiée à la Seconde Guerre mondiale. L'histoire n'est jamais figée comme on pourrait le croire. Au travers de ces expositions, et pour conclure, je voudrais dire que l'histoire exposée avec des médias modernes, une médiation modernisée, eh bien, ici, évidemment, l'histoire des conflits militaires, eh bien, nous participons à la résilience du corps social. Et ceci passe par la circulation des œuvres qui peuvent témoigner de l'identité de chacun. Et comme directeur, mon objectif, à mon arrivée, était bien, pour moi, de donner des références historiques et mémorielles fortes à nos visiteurs tant français qu'étrangers, en faisant un effort sur notre jeunesse, toute notre jeunesse, qui demain sera la gardienne de notre mémoire collective, une mémoire ouverte et sans tabou. Je vous remercie. Si vous avez des questions particulières, je suis à votre disposition. Je reprends le micro une minute, déjà pour vous remercier de vous être déplacés les uns les autres. Vous dire que la semaine prochaine, nous aurons un point presse délocalisé à Cognac. Merci à l'Armée de l'air et de l'espace. Merci au CIRPAER et merci à la DICODE d'organiser ce déplacement donc le 17 juin à Cognac sur la thématique des drones dans l'Armée de l'air et de la formation des pilotes de chasse. Pour ceux qui sont intéressés, nous enchaînons maintenant avec la visite de l'exposition Napoléon n'est plus. Merci à tous.